Merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, on a des gens importants avec nous. On va commencer avec Max Céleste tout à l'heure, qui est on va dire, Max. Bonjour, bonjour. Ensuite, on va recevoir une réalisatrice, première fois qu'elle vient chez nous, Marine Bardeneria, c'est bien ça? Voilà, merci d'être avec nous aussi. On parlera de votre film qui sort demain, en avant-première. Merci d'être avec nous. Patrice Segrettier sera aussi avec nous. C'est le garde moniteur du Parc national de la Guadeloupe. Un peu plus tard, Jean-Luc Divial, sa chronique habituelle du lundi et d'Amisso. Et ensuite, Kenny Chamougon, la chronique digitale for Progress. Voilà, pour l'actualité. La grève à l'EFS, à l'initiative de l'UTS-UGTG, obligation vaccinale, ils sont contre. On en parlera. Mobilisation en compte pour l'eau à Gourbert. La question de l'eau se pose toujours dans cette commune après X années. Rien pas à changer. Vianney Valverde sur place aussi. Soutien à Mélenchon. Mais ça y est, la campagne est lancée. Les soutiens de Mélenchon se sont mobilisés ce week-end. Olivier Moadel était sur place. Les soutiens de Pécresse aussi se sont mobilisés. Et ceux de Nathalie Arthaud sont avec nous. On va en parler. Et on parlera de cette centenaire monalienne, Madame Natchez, vue par Vianney Valverde. Merci. En Guadeloupe, en Martinique, en France, où vous nous regardez. Restez branchés jusqu'à 14h. Vous êtes connectés sur le Facebook Live et c'est aussi sur le replay de l'émission. Alors, on commence avec un petit peu de politique avec Max Céleste. Max Céleste, merci encore d'être avec nous. Combat ouvrier, votre journal, il est revenu, il est vivant maintenant. Hein. Eh bien, il est toujours vivant, il a toujours été vivant. Oui. Il sort tous les 15 jours. Depuis combien de temps déjà? Mais je crois qu'on vous l'envoie. On l'envoie oui, je le reçois régulièrement. On l'envoie à toute la presse. Ouais, ouais. Depuis combien de temps? Depuis 1971 en Guadeloupe. Ouais. Un précédent journal qui sortait depuis 1965, qui était un petit journal ronéoté qui sortait dans l'émigration en France. Et voilà. Quand nous sommes venus ici, nous avons fait un journal imprimé local qui s'appelle Combat ouvrier. Et l'autre, c'était Lutte ouvrière. Oui. Alors, Alors, Max Céleste, je vous ai fait venir parce que, bien sûr, vous êtes, pas vous, mais Nathalie Arthaud est votre candidate à l'élection présidentielle. Et j'entendais la presse française ce matin, c'est tout le fait qu'elle ait eu ces 500 signatures. Comment vous expliquez ça? Mais écoutez, on s'étonne. Mais rien ne nous est donné facilement. Nous n'avons pas d'élus, nous n'avons pas de députés, nous n'avons pas de sénateurs, presque pas de maires. On a peut-être une douzaine de conseillers municipaux en France. Oui. Donc, sachant cela, nous avons milité depuis plus de 2 ans auprès des petites communes de tous les départements. Y compris la Guadeloupe? Y compris la Guadeloupe, les maires, les conseillers départementaux, conseillers régionaux. Et d'ailleurs, c'est ce travail militant qui nous a permis d'atteindre les signatures exigées. Oui. Et aussi grâce à des maires qui, par esprit démocratique, ont accepté de signer pour nous. Ils estiment qu'on doit se présenter. Même s'ils ne sont pas de votre bord. Non. S'ils étaient de notre bord, si on avait 500 élus, peut-être on aurait... Ce serait la révolution. Oui, mais non, ce n'est pas cela. C'est que simplement, par esprit démocratique, c'est souvent des maires de petites communes qui connaissent les douleurs de la population, les problèmes de la population, des classes populaires. Eh bien, par esprit démocratique, ils ont estimé qu'on devait aussi être là. On a notre place là. Et depuis déjà 1974, nos camarades de lutte ouvrière sont présents, d'abord avec Arlette Laguillet et maintenant Nathalie Arthaud. Alors, on va revenir tout à l'heure sur l'élection présidentielle, mais on revient un petit peu sur la Guadeloupe. Situation un petit peu compliquée chez nous depuis juillet. Rien n'a semblé bouger. Alors, il y a d'un côté le collectif des organisations syndicales, et puis les élus ont fait un collectif. Oui, les élus, écoutez, je pense que font les élus, c'est plus une gesticulation, une posture politique pour donner le change, donner l'impression qu'ils veulent répondre à la crise sociale. Il y a plus qu'une crise sociale, il y a une révolte populaire en novembre, décembre, et révolte qui continue. Et donc, ces élus ont refusé de négocier jusqu'au bout avec le collectif qui est en bagarre depuis le 17 juillet. Oui. Depuis le 17 juillet, à plusieurs centaines de militants. Parfois, on a atteint 1 millier. Le 17 juillet, il y avait 8000 personnes dans les rues. Donc, c'est quand même une partie de l'opinion populaire considérable.
Et face à cela, on a eu d'abord le mépris du gouvernement, de M. Lecornu, qui nous dit on veut bien négocier à condition que vous condamniez les violences. Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? Demandez pardon, mettez-vous à genoux et on va discuter. C'est ça que ça veut dire. Vous croyez qu'on aurait condamné les violences des jeunes dont beaucoup se sont mis en bagarre parce qu'ils en ont marre de la situation et pas du tout parce que nous leur avons donné des ordres. Je dis nous parce que nous sommes dans ce collectif. Je précise que nous sommes pour la vaccination. Je suis vacciné. Mais nous sommes contre l'obligation vaccinale. Et nous trouvons absolument scandaleux, c'est incroyable qu'on puisse licencier des centaines de travailleurs soignants, des centaines et non soignants, parce qu'ils ne sont pas vaccinés. C'est incroyable. C'est pas seulement une dictature sanitaire, c'est une dictature tout court. Il faut obliger les travailleurs à obéir. C'est ça la politique de Macron, tenter d'utiliser la pandémie pour mettre les travailleurs au pas et les obliger à obéir, ce qu'on fait d'ailleurs, ce que font les patrons, le grand patronat, tout au long de l'année. Il faut que les travailleurs obéissent tout le temps. Bon, il y en a qui n'ont pas obéi. Ben voilà, on les met dehors, on les licencie. C'est inadmissible, c'est un vrai scandale. Et le combat va continuer et nous continuerons ce combat. Excusez-moi, mais j'en profite pour envoyer un soutien total à Denis Delumeau, qui entame qui a déjà commencé depuis quelques jours, une grève de la faim devant le CHU. Oui. Donc, grand soutien à ce camarade courageux et à tous ceux qui se battent tous les samedis, qui défilent sous le soleil ou sous la pluie, qui font les meetings tous les mardis dans un endroit différent. Et donc, à tous ces camarades qui se battent, c'est aussi pour ça que nous allons aux élections. C'est pour porter la voix des travailleurs qui se battent et appeler à la lutte. Oui. Alors, précisément, vous avez fait une conférence de presse vendredi, je crois, c'est ça? Oui, on a fait une conférence de presse vendredi. C'était pour annoncer un petit peu la participation de Nathalie Arnaud à l'élection présidentielle. Alors, est-ce que vous souhaitez qu'elle soit présidente de la République française? Bon, présidente de cette République-là, oui. Non, vous savez, si elle devait être présidente, ça voudrait dire que la France et les Antilles sont tombées dans pratiquement une révolution, une révolution générale, oui. Où avant même l'élection, les travailleurs auraient déjà mis sur pied des comités de travailleurs dans les quartiers, dans les usines, dans les entreprises, pour dire qu'ils veulent diriger la société. Et dans les usines, exproprier les capitalistes et prendre le pouvoir dans les usines avec des comités à leur tête. Et ça veut dire que ça serait une révolution. Donc, si Nathalie Arthaud devait être présidente de la République, ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire que bien avant, il y aurait cette situation qui permettrait à un parti ouvrier révolutionnaire de prendre le pouvoir avec les travailleurs sur la base des comités de lutte un peu partout. C'est ce que nous voulons. Nous voulons exproprier les capitalistes, nous voulons changer cette société capitaliste qui nous mène qu'à la catastrophe. Regardez, il y a des bruits de guerre là, oui. En Europe. On ne sait pas si elle aura lieu. Mais qui est responsable? Oui. On croit que c'est Poutine l'agresseur. Ce n'est pas Poutine l'agresseur. L'agresseur, c'est l'OTAN. L'OTAN qui est une organisation militaire et qui veut rogner sur les républiques qui sont autour de la Russie, comme au temps de la guerre froide. Oui. Donc, ce sont eux, en réalité, les agresseurs. Ce n'est pas Poutine. Poutine ne fait que se défendre. Nous ne sommes pas Poutine. Hein. Oui. Nous estimons que Poutine, c'est un dictateur aussi sur le peuple russe, ça c'est sûr. Oui. Mais en l'occurrence, cette guerre-là, si elle arrive, c'est comme si on nous disait que c'était Hitler. On nous fait croire que c'est Hitler qui est responsable de la Deuxième Guerre mondiale. C'est toute la bourgeoisie mondiale qui était d'accord pour cette guerre, pour se répartir les colonies et la domination sur l'ensemble du monde. C'était ça, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Alors, après les élections présidentielles, il y aura des élections législatives. Alors, est-ce que Combat ouvrier sera présent cette année? Ah oui, nous serons présents dans les 4 circonscriptions sur le même programme, sur le programme que, c'est le capitalisme et les grosses sociétés, le grand capital, ici, un groupe de possédants béquets qui possèdent
beaucoup, hein, je parle des gros possédants Oui, bien béquets, sûr. pas les petits béquets, hein, les gros possédants béquets, et un certain nombre aussi de Guadeloupéens qui ne sont pas béquets, qui sont aussi des Guadeloupéens bontins ou noirs, qui oppriment aussi un certain nombre de travailleurs, et qu'il faut mettre au pas, hein, contre lesquels il faut se battre. D'ailleurs, c'est le cas des ouvriers d'ArcelorMittal. Ils sont en grève en ce moment, d'ailleurs. ArcelorMittal. La SIG, le combat est terminé à la SIG. Hein. À la SIG, c'est Oui. terminé. Oui. Mais ils ont obtenu, par leur lutte, le paiement des 3 jours de grève. Les D'accord. 3 jours de grève qu'ils ont fait, c'est formidable. Pour nous, c'est une victoire, parce qu'il est difficile de faire admettre au patronat, et même parfois à des travailleurs, qu'on peut avoir l'indemnisation des jours de grève. Eh bien, ils les ont obtenus. Et ArcelorMittal, qui sont en grève depuis 6 septembre, c'est considérable. Et pour l'instant, le patronat fait la sourde oreille. Ils ont entamé des négociations, oui, à la demande du préfet, mais c'est le préfet qui en réalité dirige ces négociations. Mais pour l'instant, on ne veut pas leur donner satisfaction, donc ils maintiennent le combat. Il y a aussi tous les enseignants, les enseignants qui sont en grève périodiquement, sur un certain nombre de problèmes, fermeture de classes, etc. Il y a beaucoup de grèves en Guadeloupe. Il y a aussi les travailleurs des établissements hospitaliers qui sont en grève depuis déjà plusieurs mois parce qu'ils demandent leur réintégration. Alors, Max, j'ai envie quand même de vous poser une question. Nathalie, on va se présenter aux élections présidentielles en France, mais quelle est sa position sur la situation dans nos pays, en Guadeloupe, en Martinique, ce qu'on appelle les colonies françaises? Bien sûr. Elle a soutenu la révolte sociale de novembre-décembre dernier. Oui. Il y a deux éditoriaux signés de Nathalie Arthaud que vous pourrez trouver sur le net, oui, que je pourrais vous communiquer. Donc c'était très clair en disant que nous subissons un mépris colonial inadmissible. Et sa position, c'est que c'est inadmissible qu'on puisse licencier des travailleurs parce qu'ils ne sont pas vaccinés, hein, bien que elle est pour le vaccin, comme nous. Hein, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'il n'y ait toujours pas d'eau et d'eau potable dans une grande proportion de robinets. Hein. Il y a de l'eau. Il y a l'eau parfois, mais quand il y en a, elle n'est pas potable. Et là encore, à Gourbert, il y a des problèmes. En fait, tous les jours, on entend qu'on a coupé telle tuyauterie, telle arrivée d'eau, parce que l'eau n'est pas propre, ou parce que tout simplement, la tuyauterie est désastreuse. Elle est pourrie. 63% de l'eau distribuée. 63% de l'eau est perdue. Hein. 63% de l'eau est perdue. Il faut changer tout le système d'adduction d'eau. Oui. Et cela coûte un peu plus d'1 milliard. Oui. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Depuis des années, on nous dit tous les 2 ans, ça sera réglé. C'est comme si on posait des rustines, oui, sur des tuyaux pourris. Hein. Et quand on met des surpresseurs, sur des tuyaux pourris. L'eau arrive avec une force telle que les tuyaux éclatent. Bon, donc il faut tout changer et embaucher des centaines et des centaines d'emplois pour que cela soit traité rapidement. Là, il y a urgence. Dans ce programme d'urgence, eh ben, Nathalie Arthaud le défendra tellement de telle façon aux élections présidentielles. Est-ce qu'elle vient en Guadeloupe en campagne? Comment? Est-ce qu'il est prévu qu'elle vienne en Guadeloupe en campagne? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Bon, elle viendra peut-être après. Elle est déjà venue. Oui, c'est vrai, on se souvient. Elle est déjà venue, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Nous ferons campagne à sa place. Oui. Il y a pas mal de candidats qui passent, qui font leur tour, qui racontent leur histoire. Oui. Bon, ensuite, on n'entend plus parler d'eux, etc. Bon, donc nous sommes sur place. Nous ne formons pas un comité spécial Nathalie Arthaud maintenant, oui, comme beaucoup d'autres organisations, mais nous sommes des militants qui militons régulièrement dans les campagnes, partout où on nous voit dans les villes et dans les manifestations. Et nous soutenons évidemment notre camarade Nathalie Arthaud, qui est dans la même organisation internationale que nous, l'Union communiste internationaliste. Et je vois que la presse internationale communiste, elle est importante en ce moment. Lutte ouvrière en France, Work Fight en Grande-Bretagne, Antioquie, Voz Obrera en Espagne, en Afrique du Sud, le pouvoir aux travailleurs, enfin il y a un peu partout ce combat international.
ce que vous voyez derrière la revue de l'UCI, l'Union communiste internationaliste, ce sont toutes les organisations qui font partie de l'UCI. Oui. Alors, il faut quand même être modeste, ce sont des petits groupes, comme nous, mais qui ont l'avantage d'exister en Allemagne, même en Haïti. Aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique, Côte d'Ivoire, en Turquie. En Belgique, en Allemagne. Voilà, en Belgique, en Allemagne. Voilà. Une dernière chose, Max Céleste. Pendant la période de campagne électorale présidentielle, le combat continue quand même avec le comité? Absolument. Le combat continue avec le collectif, il continue d'autant plus, et nous utiliserons notre campagne, nous utiliserons les médias notamment, pour apporter notre soutien au collectif et dire qu'il est inadmissible que l'État colonial français, qui encore laisse traîner d'énormes séquelles coloniales, aidé par ses élus, et aidé bien, puisqu'on a appris que M. Losbar et M. Chalus ont accordé leur parrainage à Macron et qui soutiennent Macron, alors qu'il faisait semblant de le critiquer quelques jours avant. Bon, ce même Macron qui ne veut pas négocier avec le collectif, qui continue sur sa même lancée, de réprimer tous les travailleurs qui ne veulent pas se faire vacciner. Et justement, Losbar est allé à l'Élysée, et bien, on n'a rien entendu concernant les travailleurs qui sont suspendus ou prochainement licenciés ou privés de salaire parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Cela, apparemment, ça n'a pas été discuté. Oui. Bon. Effectivement. En tout cas, on vous remercie d'être venu, Max Céleste. Je rappelle donc la sortie de votre journal régulièrement, tous les 15 jours, qu'on va envoyer, et le numéro spécial avec Nathalie Arthaud en couverture, candidat à l'élection présidentielle. Vous irez sûrement au cinéma un de ces jours. Vous allez au cinéma, Max, quand même. Oui, j'adore le cinéma. Bon, on a une cinéaste avec nous, Marine Barnerias. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette première partie de l'interview. Alors, Rosie, qu'est-ce que c'est ce film? Alors, je n'ai pas encore vu, alors je ne peux pas encore parler. Déjà, je tiens à féliciter vous deux, parce que je trouve que dans la vie, on a tous des combats. Oui. Donc vous, c'est votre combat dans la politique, dans la force ouvrière. Vous, ça va être de faire passer des messages, tout simplement à travers ce média. Et moi, mon humble combat, il est donc pas forcément dans la politique, mais il est tout simplement dans comment réussir à cohabiter avec ce qu'on déteste. Oui. Et aujourd'hui, on est tous les trois sur ce plateau. On a forcément des choses qu'on n'aime pas forcément. On a des choses qu'on n'aime pas. On n'a pas envie de vivre avec certaines choses qui nous arrivent. Et donc, soit on est en lutte et en combat. Et le message de Rosie, c'est tout simplement de réussir à cohabiter avec ça. Et qu'en cohabitant avec quelque chose qu'on déteste à l'intérieur de nous-mêmes, ça permet tout simplement de réussir à l'accepter et donc de réussir à mieux le dompter. Et c'est intéressant parce que quand on entend aujourd'hui, on est dans un monde où on veut toujours tout opposer. On oppose et on crée du conflit, et c'est en opposant qu'on arrive souvent à faire passer des messages, ce que je comprends très bien. Mais parfois, quand on a des choses qui nous disloquent, qui nous séparent, que ce soit des maladies, que ce soit des imprévus, des aléas, des chômages, des divorces, n'importe quoi, on a souvent tendance à douter de nos ressources personnelles et à s'abandonner à travers ce que les autres vont penser de soi-même. Et ce film-là, il raconte juste l'histoire d'une personne, d'une jeune femme, qui s'appelle Rosie. Qui s'appelle Marine, qui est en train de parler aujourd'hui. Elle aurait pu être Marine. Marine et Rosie sont très proches. C'est deux choses qui sont très différentes. Oui, oui. C'est tout simplement, on m'a diagnostiqué le 3 avril 2015 une sclérose en plaques. Oui. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une maladie neurodégénérative. Elle est redoutable, cette maladie. Hein. Elle est, pardon? Elle est redoutable, cette maladie. Comme quand on se réveille le matin et qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Oui. Je pense qu'il n'y a pas une maladie qui est plus importante qu'une autre, qui est plus dangereuse qu'une autre. C'est aussi, cette maladie, elle est arrivée en me disant, punaise, mais tout ce que j'avais prévu de ma vie, jamais je me suis dit que ça allait être possible de cohabiter avec un truc aussi laid. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans tous nos combats, c'est de se dire de comment réussir à retrouver l'équilibre, en fait. Il y a une information qui se passe, qui s'envoie en régie. Oui. Hey, maestro en régie, il faut que tu envoies quelque chose, là. Oui. Voilà, exactement. OK. Et en fait, non, pour revenir là-dessus, c'est ce 3 avril 2015, le diagnostic tombe, la sclérose en plaques. Donc là, forcément, il y a deux choses qui arrivent. Soit on est en combat et on se dit qu'on a envie de se battre contre cette pathologie, soit on se dit,
il y a chaque aléa, chaque imprévu de la vie nous permet de nous donner des messages. Et nous donne des messages. Et donc je me suis tout simplement dit, j'ai un corps qui est en train de me lâcher, parce que j'avais perdu la vue à 2 reprises. J'ai un esprit qui part en vrille, parce que dès qu'on a quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler, notre esprit il part dans tous les sens. Et je pars du principe qu'on soit toutes les religions confondues, on s'en fout. Qu'on soit chrétien, athée, bouddhiste ou musulman ou juif, on n'en a rien à faire. On a tous et toutes une âme. Et je me suis dit, il faut que je parte, que j'arrête de me connecter à tout ce que les autres peuvent penser. Ce que Mireille, Jean-Jacques, Abdel, Francis, Patrick, Denis va me dire, ce que le corps médical va me dire, ce que mes amis vont me dire. Juste moi, je suis qui et qu'est-ce que j'aime. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut prendre à bras le corps des combats comme toi, Max, comme n'importe quel type de personne, à partir du moment où on sait un petit peu qui l'on est et pourquoi on se bat pour les choses. Et que quand on est complètement vulnérable et qu'on ne sait pas pourquoi on se bat, c'est très compliqué d'aller chercher les bons ingrédients. Et donc on est happé par des choses qui ne dépendent pas de nous. Et en fait, je me suis juste dit, sclérose en plaques, le diminutif de la sclérose en plaques, c'est la CEP. S-E-P. Oui. Et donc je me suis dit, CEP, c'est pas possible, c'est moche déjà. Donc j'ai appelé mon projet Super-Héros, en me disant qu'on avait tous un super-héros en nous, quoi qu'il arrive. Et je suis partie traverser la Nouvelle-Zélande à pied, donc j'ai fait 7000 km, la Birmanie pour découvrir le silence, et la Mongolie pour l'âme. D'accord. Et là, c'est la petite bande-annonce qu'on est en train de voir, je crois. Vous étiez déjà cinéaste à ce moment? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors comment ça commence? Eh ben, ça commence tout simplement, en fait, je pense que dans la vie, on sait comment vous êtes devenu présentateur. Ça commence par parfois des imprévus. Comment il est devenu PDG ou directeur d'une force ouvrière, du combat des ouvriers. Comment il est devenu community manager. Ça devient, parfois, c'est des espèces d'électrochocs, de choses qui se passent dans nos vies qui nous poussent à entreprendre des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Je suis partie faire ce projet, personne n'y croyait. Tout le monde se disait, mais voyager seule en étant une femme avec une sclérose en plaques, jamais de la vie c'est possible. Je suis partie faire un voyage de 1 an. Je suis revenue de ce voyage, on m'a proposé d'écrire un livre. Pourtant, je n'avais jamais écrit de livre de ma vie. Je terminais des écoles de commerce, j'avais jamais vraiment fait d'écriture. Je me suis lancée dans l'aventure d'écriture, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Le voyage interdit, qui a donné du sens à ma vie. Et à la suite de ce livre, en Guadeloupe, en Martinique, en France. Et là, je me suis retrouvée avec des centaines et des centaines et des centaines de lettres d'inconnus, de gens qui me disaient « Mais Marine, il faut en faire un film. » Le message est beaucoup plus grand que juste un voyage ou juste la sclérose en plaques. C'est comment cohabiter avec ce qu'on déteste. Et en fait, ce qui a été assez intéressant, c'est que je me suis tout simplement dit « Ok, je viens absolument pas de ce monde. J'ai rencontré des boîtes de production. J'ai pas eu de feeling. » Et parfois, il y a cette espèce d'instinct animal. Cet instinct qu'on a tous, de se dire, c'est incohérent, c'est pas possible, c'est scandaleux, on peut pas continuer comme ça, on peut pas fonctionner comme ça. Moi, je me suis tout simplement dit, j'ai pas envie de fonctionner en ayant une étiquette sur mon front qui me dit, vous êtes dans une boîte de conserve et l'avenir, pour vous, c'est ça. J'avais envie d'enlever cette étiquette et de me dire, mais non, l'avenir que j'ai envie d'avoir, j'ai envie de l'écrire. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, je vais en faire un film, mais j'ai envie de faire un film avec des gens avec qui je ressens ce feeling. Et donc j'ai pris du temps à m'entourer des bonnes personnes et à m'entourer de producteurs et de distributeurs. Finalement, vous avez réussi, visiblement, j'ai lu l'interview que vous faites là. Mais alors, vous n'êtes pas cinéaste au départ, vous faites un film... pas seulement sur la maladie, sur votre combat personnel, sur tout cet environnement. Comment ça s'est mis en place? Parce qu'un film, c'est un budget, c'est une équipe, etc. Comment ça s'est mis en place? En fait, ce qui s'est passé, ça s'est mis en place de manière... En fait, la vie, elle est magique. À un moment donné, quand on commence juste à lui faire confiance un tout petit peu, on a des problèmes très rationnels, qui sont de l'ordre... On est des terriens. Donc on fait face à des choses où il y a des enjeux terrestres qui sont très importants, certes. Mais on oublie de se connecter à ce qui est beaucoup plus grand que nous. L'univers, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. La vie, elle, c'est beaucoup plus que nous, ce dont on a besoin. Et on a souvent tendance à l'oublier. Et je me suis juste connectée à ce que je ressentais. Et donc, j'ai monté ma société de production. Et ensuite, j'ai rencontré la bonne personne, qui était un producteur, qui m'a accompagnée. Ensuite, en se mettant les racines, quand on commence juste à se connecter aux racines, après, le reste fleurit. Et c'est hallucinant. C'est que moi, je viens pas de ce monde-là. Je ne suis pas du tout une grande réalisatrice. J'ai fait mon premier film.
je me suis entourée de Harry et Anna Torgman qui m'ont aidé à produire. Ensuite, un distributeur est arrivé, qui est un distributeur qui est assez conséquent, qui est le distributeur Gaumont. Gaumont, oui. C'est pas n'importe qui quand même. C'est pas n'importe qui. Qui a voulu accompagner ce message. Je parle vraiment de message. Il a accompagné ce message. On a terminé de monter ce film, parce que ça a été un film, ça a été un vrai challenge, puisqu'il n'y a aucune image dans le film qui était faite pour être dans le film. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, c'est quelque chose c'est un petit challenge. Quand même. Mais en fait, est-ce qu'on peut dire que la maladie vous a boosté? Je pense que dans tous les cas, tous les imprévus de la vie nous réinventent. C'est une forme de renaissance. Et il y a une question de choix. Comment on veut voir cet obstacle? Est-ce qu'on veut le voir comme quelque chose où on va le subir et on va laisser placer toutes nos peurs et notre paranoïa en première ligne, ou est-ce qu'on a juste envie de le prendre à bras-le-corps et de se dire qu'on va réussir à cohabiter avec ça, et que s'il arrive dans notre vie, c'est pour des raisons. Et donc en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que toutes les personnes qui ont collaboré pour ce programme et pour ce projet, c'est hallucinant, du producteur au distributeur, à la promotion, un film documentaire dans un contexte covidé comme on est aujourd'hui, c'est très compliqué. Et pourtant, les salles, elles étaient pleines. Alors le film est sorti en France, je crois. Le film est sorti en France. Le 5 janvier, c'est ça? Et on attaque notre 5e semaine, ce qui est énorme pour un documentaire. Au cinéma, c'est énorme. Et là, j'ai la chance d'être chez vous, dans votre pays, en Guadeloupe, et de le présenter demain soir à 19h. D'accord, de la bonne promo. Et puis après, vous irez en Martinique aussi. Et après, je vais en Martinique. Alors, est-ce que ça vous a donné le goût maintenant de faire du cinéma? Parce qu'en fait, vous réalisez un film en partant de rien, et aujourd'hui, vous avez un produit qui existe, vous avez un producteur, un distributeur. Est-ce que vous avez eu une suite? Je pense que Rosie, elle est rentrée dans ma vie parce que je me suis tout simplement dit que dans Sclérose, il y avait Rose. Je trouvais ça plus joli. Donc, Rosie, c'est le nom de mon film. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Si aujourd'hui, je me retrouve réalisatrice, que j'ai monté ma société de production, je pense qu'il y a plein d'histoires, plein de messages. Et je pense que le cinéma a quelque chose d'extrêmement puissant. Et aujourd'hui, dans cette société de production, en France, entre guillemets en France, j'essaye de raconter des histoires. Je présente une émission qui s'appelle Littoral. Et donc, j'essaye de donner la parole à des hommes et des femmes qui œuvrent pour tout simplement démocratiser cette planète bleue. Et donc, dans mes différentes activités, j'essaye de tout simplement rester à ma place et de me dire... d'essayer de construire des histoires et de raconter des histoires. Et je pense que c'est les émotions qui permettent de passer vraiment à l'action. On verra ça demain soir. Et j'espère vous y voir en tout cas. On vous remercie d'être venu présenter ce film, Rosie. Merci à vous, Danick. Qui dure 1h26, c'est ça? 1h26 assis sur un fauteuil, je pense que c'est possible. Bon, Max ou Kevin? Max, vous venez ou pas? C'est dommage, je suis pris de... Il n'y a qu'une seule représentation? Non, demain il y a une représentation avec un vrai débat, avec tout un débat, des questions-réponses à la fin. Les autres jours? Et après moi je pars. Non, donc il y a une seule représentation? Non, après il va sortir. Il va continuer le film, il va continuer son exploitation. J'ai un rendez-vous demain soir, je ferai tout pour venir parce que j'adore le cinéma. C'était mon premier amour, vous savez, j'ai passé le concours de l'IDEC dans les années 60. Et j'ai abandonné pour la cause. Oui, pour la cause, ok. Oui. En tout cas, si vous voulez venir pour une cause, c'est demain et je serai ravie de vous y voir aussi. Très bien. Merci, très bien, en tout cas. Merci Max. Bravo. Merci Marine. Merci. Et puis à demain soir, 13h04. On prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, il est exactement 13h11. Dans un instant, on va recevoir Patrice Sogretier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du garde moniteur du Parc national de la Guadeloupe. C'est ça, oui. Oui. Pourquoi regardez comme ça? Ah, mon cher, regarde dans l'obité. Regarde dans l'obité. Ah non, le monde qui a fréquenté Parc là, donc moi, ni temps regarde dans l'obité. Donc, on vient à ça dans un petit moment. Pour l'instant, on retourne vers l'actualité. L'actualité, c'est la grève à l'EFS, mais c'est l'endroit où on fait justement prise de sang, parce que vous savez que quand il y a un accident, on a besoin de transfusion sanguine et quelquefois, il n'y a pas suffisamment de sang. Mais les travailleurs UGTG, UTS de l'EFS sont en mouvement parce qu'ils sont aussi contre l'obligation vaccinale. Reportage Olivier Félix, on regarde tout de suite. Nous, on demande à ce qu'elle ne soit pas appliquée dans l'établissement parce que d'une part, l'établissement français du sang n'est pas un établissement de santé. Cette loi, elle doit être appliquée aux établissements de santé. Bon, mais l'EFS, à l'origine, n'est pas un établissement de santé, c'est un établissement public administratif. Bien qu'on ne soit pas non plus pour l'obligation dans les établissements de santé. Donc cette loi, on demande à ce qu'elle ne soit pas appliquée au personnel puisque ça implique,
une suspension de salaire. Les dysfonctionnements dans l'établissement par rapport aux collectes, ils existent, ils sont existants. Alors par contre, l'application de cette loi, elle peut permettre effectivement encore plus de dysfonctionnement, puisqu'on a la moitié du personnel de délivrance des produits sanguins qui n'est pas vacciné ou qui est contre l'obligation. Donc on est à moitié du personnel qui pourrait travailler. Donc ça, c'est un dysfonctionnement. On a les chauffeurs de collecte aussi qui ne sont pas vaccinés. Ils sont à 2. Et ce sont ces chauffeurs qui conduisent le camion donc, pour aller collecter le sang. La DRH est venue ce matin, puisque vous voyez les collègues sont là, sont mobilisés. La DRH est venue nous informer qu'on a une réunion à 11h. Donc avec les représentants du personnel. Donc on sera à 3 représentants, 2 représentants de la direction. Alors, outre le FS, un autre problème, c'est le problème de l'eau à Gourbert. Vous savez que depuis plus de 24 jours, les gens de Rivière-Sens, les habitants de Rivière-Sens n'avaient pas d'eau. À Gourbert, le maire a répondu en disant que le nouveau syndicat pour l'eau, pour l'instant, ne peut pas résoudre tous les problèmes. En tout cas, la question reste posée. Vianney Balverde. Ce qui nous a poussé aujourd'hui à ce rassemblement en tant que citoyens, c'est une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Une goutte d'eau qu'on n'avait pas depuis 27 jours dans nos robinets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas interpellé les autorités compétentes. Au bout de 24 jours sans eau, nous serions encore dans une impasse. Il y a tellement de versions différentes entre des vannes qu'on ouvre, des vannes qu'on ferme, des réseaux perturbés, des fuites d'eau. Je ne sais plus quoi. Puisqu'on en a pas, il y en a qui n'en ont pas. Je ne sais pas. On a eu une réunion hier avec les représentants du syndicat mixte, Monsieur le Président en personne, le maire et ses adjoints. Nous sommes assez stupéfaits d'avoir, suite à cette entrevue, avoir de l'eau depuis hier soir dans nos robinets. Je rappelle en continu puisque ça fait très longtemps que nous n'en avons pas eu en continu aujourd'hui. Il faut même pas, je ne dis pas même des manifestations, c'est aussi la frustration de ne pas avoir de l'eau et c'est normal, c'est légitime, mais c'est l'opinion publique qui fait connaître aussi, qui joue son rôle tout simplement. Donc je ne vois pas ça comme un obstacle, mais c'est un soutien à ce combat qu'on mène. Moi, en tant que représentante d'usagers ici, je n'ai pas 1 milliard à apporter. Donc nous sommes venus dire aux autorités organisatrices qu'en attendant que le réseau soit rétabli, il y a des personnes en souffrance. Et le minimum de respect, c'est de répondre à leurs doléances. Voilà, question qui reste encore posée pour Rivière-Sens, mais pas seulement, Gourbert aussi, et Saint-Claude aussi, le problème de l'eau est posé. On va parler d'autre chose, puisqu'on va parler du parc national de la Guadeloupe. Là, au moins, il ne manque pas d'eau, monsieur Sogoti, au parc. Non, on a la chance d'avoir un volcan actif. Oui. Et c'est vrai qu'on a souvent peur de ce volcan, mais si on ne l'avait pas, je pense que ça aurait été encore beaucoup plus dramatique sur le territoire. Oui. Nous avons un grand réservoir de l'eau et voilà. On ne manque pas d'eau à la Soufrière. Alors là, le parc national est en bonne forme, il fait bon, mais quelquefois il y a des contrebandiers qui se glissent et qui essaient de perturber un petit peu la bonne marche. On va dire que c'est les choses qui... au début de la création, le parc a quand même 30 ans, et c'est vrai que les débuts étaient très difficiles. L'acceptation d'une entité comme ça qui débarque, il y avait l'ONF, et encore aujourd'hui, beaucoup de personnes font l'amalgame. Mais bon, nous, on arrive à se positionner de plus en plus sur le territoire. Et comme j'aime bien dire, il faut aller au contact des gens, il faut leur expliquer le pourquoi. Aujourd'hui, le parc national existe, il faut faire avec et non... Et c'est un des plus beaux parcs de la région, semble-t-il. Alors, nous qui disons ça, oui. Comme c'est nous qui l'a. Non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que quand on crée un parc national, c'est pas non plus pour les beaux yeux des gens qui sont autour, ni pour le feeling de quiconque. Quand on crée un parc national,
international, c'est un label déjà, et c'est par rapport à la biodiversité. C'est vrai que nous, dans le bassin caribéen, on peut parler des autres camarades autour, les autres îles qui sont là et où il y a des parcs nationaux, mais j'avoue qu'on a quand même sur le territoire une biodiversité extraordinaire. On a perdu beaucoup d'espèces. L'homme présent est toujours actif, et donc, mais on a quand même quelque chose qui intéresse justement le monde scientifique, qui fait que le créer, c'est pas un hasard des choses. Alors, je pose juste une petite question comme ça. Le raccoon, quelle nouvelle? Alors, raccoon là, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au début, là, nous commençons travail, le monde, 30 ans en arrière, de Kadi raccoon là, c'est une espèce de Guadeloupe. Ouais. En fait, non, c'est une espèce qu'ils ont introduit à un moment donné, probablement les militaires. Et en fait, c'est grâce à des raccoons qui étaient en captivité, et que moi-même j'ai eu l'occasion de manipuler et connaître, que test ADN là prouvait que c'était un raton laveur à Canada. C'est même là. C'est même là. Alors, mon municipalité a dit, ouais, ta grande tête est différente, couleur est différente, et puis jaune en grande tête, et puis gris en forêt là, en fonction de ce qu'il a mangé. Non, nous voyons des mamans raccoons avec petites derrière, et ils étaient gris et jaune. Gris et jaune. Donc, c'est même. Nous-mêmes. Voilà, c'est-à-dire, nous, c'est des mélanges, nous, c'est des métis. Et raccoon là, en fin de compte, je dirais qu'il y avait une. Entre guillemets, on n'a pas envie que mon interpréter ça en non plus. Pour certains mondes problématiques, parce qu'en fait, protection fait que développer. Et en fait, ça ne veut pas dire par rapport à ça là qu'il faut parce que éliminer, mais il faudrait à un moment donné nous réfléchir si plus à ça. Le statut a été changé. Mais bon, système là. Protéger trop, pour dire. Peut-être pas, on ne peut pas dire qu'on va protéger trop. Mais le fait qu'on a une espèce qui n'est pas en milieu proliférée, forcément qu'il y a une problématique à un moment donné. C'est qu'on. Qu'est-ce a mangé, moi, raccoon là? Il connaît, hein. C'est un carnivore à tendance omnivore. Ah, omnivore et carnivore en même temps. Voilà, c'est-à-dire son plan de cigarette, il cadre le bout de nous. En bas, plate puis il est content nous. Et il famille avec les os, qu'on les os aussi, cadre le bout de pataille comme ça. Et ils sont bêtes, alors du nom de raton laveur. C'est des butins qui peuvent faire nourrir. Tout le monde toujours dit, il est propre, il a lavé tout ça qu'il a mangé. Mais en fait, c'est des. En cas invité, on a fait ça. Il faut t'aimer pendant un petit moment, que senti qu'il y a une moite. Et en fait, ça peut permettre mettre là, dégluciner. En fait, il peut valer pour aller tout vont biter, quel que soit, même si son bitin qui est en l'eau, tendance à essayer, il a laver toujours. Mais c'est en fait, c'est des glandes tactiles qui emboutent la pataille, qui permettent justement, ça va exciter plus ou moins aussi. Et en fait, ça va permettre de manger plus facilement. Alors, les amis, mais qui pas famille, c'est Mangousse là, et on a l'impression, moi, c'est un sentiment que Mangousse a disparu. Ah ouais, il a aussi. Parce qu'avant, quand on Mangousse a traversé 6 mètres, mais il pas guerre. Il était météo, à l'époque, ça a remonté à longtemps. Très longtemps, oui. Mais c'était pas pour ça, serpent, il fait rentrer. Alors, il fait rentrer par rapport à serpent et rat. Rat changeait mode de vie avec un machin, les fils électriques, il a bouté à gauche. Et Mangousse pas monter en vieux bois. Donc, ça a changé. Il est présent, hein. Il est présent. Mon qui est poule, il est bon et Mangousse, il est trop. Alors, l'autre aspect au parc national, là, c'est quand même l'aspect touristique, là, visiter. Qui j'en sais fait parce que beaucoup de gens veulent visiter le parc, mais il y a des règles quand même à respecter. Il ne faut pas arracher des plantes, etc., etc. Tout à fait. Alors, quand on a commencé, c'était en me présentant garde au parc national. Donc, on a des missions de police, on a des missions d'accueil. C'est peut-être une de nos forces aussi, mais on a des missions de police, c'est-à-dire que sur le terrain, ni des gardes militaires comme moi, donc qui est là pour assurer la police. Donc la réglementation, on ne peut pas non plus évoluer dans un milieu, quel que soit, hein. On est sur la route, il y a des règles. Et dans le parc, moi, j'aime bien dire aux utilisateurs, c'est que tout est autorisé, sauf ce qui est interdit. Alors, dans les interdits, donc la cueillette, par exemple, c'est ça qui est tout à fait normal. Quand on a créé le parc, c'était par rapport à cette flore extraordinaire. Donc, nous, quand invité le monde, justement, prend des photos, et garder des photos là plutôt qui d'autant plus que on a parlé de la soufrière tout à l'heure. Quand on a une plante qui vit dans un milieu humide comme la soufrière où il pleut 10 mois dans l'année et qu'on met à hasard, quel que soit, même si c'est petit bout, il paye la position, il paye la route. Donc du coup, nous on est véatifs à ça, c'est-à-dire les coupes. Alors c'est vrai que notre arrivée, quand je disais tout à l'heure 30 ans,
c'est jeune, 30 ans c'est jeune, mais je veux dire, on arrive comme des empêcheurs de tourner en rond. Parce que derrière tout ça, nous qui le dit, ni monde qui a vécu des bois là. Entre monde qui a fait panier pour aller aller en Sigine, monde qui a fait été pour construction, monde qui était à braconner pour manger. Alors, et Rimet Grazier là, donc là aussi, nous avons un patrimoine extraordinaire parce que Rimet Grazier là, présent par là. Ouais. L'autre aspect quand même du parc là, c'est que quand même c'est un lieu quand même de conservation des espèces quand même, des espèces protégées, ne pas de raccoon, mais au niveau des plantes aussi. Tout à fait. Des tout à fait. Il y a l'eau espèce un peu épais en tout cas dans là, ça, parce qu'il y a trop et puis les noms aussi pas forcément qu'à au bon moment. Mais c'est pour ça aussi au parc là parce que nous pas rendre nous compte de ça. Ça peut être difficile pour le monde d'étendre ça que on plante. Ouais. Mais on plante. L'homme capable de détruire à dans 6-4D et la nature qui prend le temps pour le refaire. On plante, on l'eau espèce qui disparaît chaque année. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Tous les jours presque. À l'échelle mondiale, c'est considéré presque tous les jours où nos espèces qui disparaissent comme ça. Donc c'est roter l'homme dans tout ça pour que vous voyez que toute bite est belle. Nous avons arrêté, nous avons abandonné des fois des zones nous pas piétiner, la nature reprend. Il reprend Fossaille. Il reprend. Et donc, c'est en fait grand perturbateur là, c'est nous. Alors après, bon, forcément, nous là, c'est éduqué à un moment là, ça. Donc, nous, ni rôle là, ça aussi. Donc, à travers le rôle répressif là, nous avons tous des éducateurs. C'est-à-dire, fait-nous prendre conscience. C'est pour ça que, par exemple, en juillet, août, nous avons des programmes d'animation, nous avons ciblé le tout public. Ça peut permettre des gens qui étaient réticents, qui ne pas te connaître, adhérer plus facilement. Ouais. Alors, il y a une question qui vient à l'actualité au niveau à parc là, c'est les politiques qui ne peuvent pas comprendre qu'ils ont dit que parc là a pointé il va garder, il va abattre, etc. Expliquez-nous ça, Thibaut. En fait, ce sont polémiques. C'est-à-dire que les parc l'a créé, il pas créé comme ça. Il pas fait comme ça, ça pas inquiété, il a décidé de nous créer le parc. Ça partit en amont, nous parler de l'ONF Talela, qui a l'origine déjà. Après, on a des associations alentour, comme les Amis du Parc, Feu VRT, Gérard VRT, qui était président à ces associations-là. Donc, il y a un noyau de monde qui a réfléchi pour dire nous avons trop belles bites pour laisser ça partir comme ça. Donc, ça n'a pas été créé du jour au lendemain. Donc, les limites commençaient faites et ils ont utilisé en lot limite qui déjà existé. C'est-à-dire dans les années 50, le département ni forêt. Donc, forêt départementale au domanial là, en gestion, c'est l'ONF qui a géré. Donc, en bon partie à Parc National là, c'est plus qu'il la moitié, les mêmes limites qu'il faut à l'État. Donc, à la rigueur, nous ne pas prendre plus que ça. Ni des découpages si bizarres dans le Nord, mais laisse à créer en 89, c'est quand il crée là, c'est quand il est toujours. Et c'est vrai que quand on parle des polémiques, les camarades chassés qui sont des camarades de moi aussi pour loi dans polémique là tangent raide au début parce qu'en fait, il y a une enquête publique qui a faite. À la création du parc national, il y a une enquête publique qui se met en place. Et qui monte à l'enquête publique? Une enquête publique, déjà, c'est déjà des pages et des pages, c'est écrit tout petit comme ça, et nous ne pas qu'intéresser, nous déjà pas dans la lecture, et nous pas qu'intéresser nous aux choses. Donc, du coup, on n'a pas pris conscience de ça. Et certains camarades qui ont attrapé l'occasion coutroyer, parce que c'est mon doigt rivière et là on parlait de la chasse. Pour tous les secrétaires d'ailleurs. On va parler de Trois-Rivières, on va parler de Saint-Claude, on est des bics à chasser qui font. Et donc ces camarades-là, bon forcément moins veillés, moins élevés chasser. Je dis là, en là, mais en pas une garde comme ça, c'est chasseur qui a bon sang qu'on est Jodi là, qui fait là Jodi là. Et donc du coup, là on voit il dit qu'il y a créé le parc national là, en forme de rébellion montée, pays parc national. Au lieu de travailler en concertation. Et le travail de concertation là, c'était qui fait en amont. On a pensé les limites nous modifier
avant la création à la parc là, pour dire, mais non, laissez plateau là, ça va moins, ça n'a pas ni pour sens, laissez ça va moins, on nous fait comme ça. Ils gèrent, des côtés, j'ai géré comme ça. Bouillette, par exemple, géré comme ça. Bon, pour nommer Choulette, gérer politiquement parlant, il gérait, alors sous Pateni la fibre, il sortit aussi un race à chasser, mais sous Pateni la fibre, pour ça a passé comme ça, et c'est pour ça que, mais parc là, à la création en 89 à aujourd'hui, ce sont les mêmes limites. On n'a pas pris... L'espace de combien Alors, la forêt elle-même, je ne pourrais pas répondre pour la mer, mais il y a 17 300 hectares de forêt. Ouais. Voilà. Le cœur forestier, mais après la partie maritime, donc avec les îles, les pigeons, le grand cul de Sac-Marin, je crois que ça correspond à 3000, je me rappelle. Mais le cœur du parc, c'est quoi? C'est la traversée? Alors, quand on parle du cœur, c'est toute la zone forestière. Oui. Alors, la traversée, on a la chance pour les utilisateurs et la malchance, entre guillemets, pour nous, d'avoir une route qui traverse, parce qu'en fait, c'est des accès favorables à tout ce qu'on vient de dire avant, c'est-à-dire pollution, qui fait que quand etc. Ben voilà. C'est-à-dire les coupes des terres. Encore aujourd'hui, on pense que ça n'existe plus. Nous, on reste véatifs et on est toujours présent pour assurer ce service de police, en éduquant toujours, en faisant comprendre que il faut nous stopper ça, parce que chaque fois qu'on prend un pied bois, c'est Tibré vie qui est carotté. Absolument. C'est Tibré vie qui est carotté. Donc c'est prise de conscience à ça qu'elle nous poroni. C'est pas compliqué. Et puis bon, mon qui est ça, je dis là, ça qui fait sourire, ça qui fait nous rentrer en nana, ça qui est en nous-mêmes, là nous coûter nous parler. L'acceptation du territoire comme tel, ça n'a pas forcément évident jusqu'à aujourd'hui là. On joue, pour une anecdote, en tennis pour travail avec Timon Toupitsi sur l'environnement, la protection de l'environnement. Moi, avec un collègue guide de montagne, nous avons dit quand nous pouvons parler de Timon de 4-5 ans, la protection de l'environnement, c'est des grands mots. Et en fait, nous l'avons parlé, et au moment donné, nous stoppons, nous disons, mais nous, Adam, l'orbite n'est pas bon, là, on veut débat sur quelque chose. En mentalité en nous, expression de tous les jours, nous, c'est un rafous en bois, un rafous en rasier. En bois, là, ça ne pas tout, c'est le rasier, là, la nature, tout ce qui est vert. Absolument. Et en fait, nous, c'est un peuple de tradition orale. Et au cas fait mes hier, et au cas dit ça, on a l'impression qu'on a vu geste là. Rafous en bois. Un rafous en bois. Donc, c'est ça pour nous dans l'esprit là. On ne veut pas changer créole, moi. Non, on ne va pas dire ça. On veut pas... Non, mais non, ça, on ne va pas dire ça. Au contraire, on peut militer pour nous garder. Mais du fait d'être si expression-là, ça, on ne peut pas imaginer. Un rafou bouteille là, un rafou sans bois. Et au moment où on a dit ça, on a vu l'image là. C'est son bouteille qui a bâti. Eh bien, c'est ça. Et c'est ça. C'est exactement ça. On télécurisé que la guerre en bois là. Parce que expression là, en nous river, retescend l'esprit à qui reste en bouche en nous, mais qui sortit en l'esprit en nous, et qui geste là disparaît petit à petit. On n'a pas rien de prévu ces jours-là, ça? C'est-à-dire que là, on voit inviter moi, c'était pour parler, mais on dit pas en pas scientifique. On va voir pourquoi on vient parler de ça, mais pas parler de ça, que peut-être nous veut faire rétention, qu'il y a un problème. Non, pas de problème. Je dis là, au niveau de la soufrière, nous autoriser construction en plateforme, où il y a des forages. Donc, la tête tremblée ces jours passés là, mais ça n'a pas de bon rapport. Nous, on a un volcan qui est actif. La soufrière a resté un grand terrain de jeu et de travail pour les scientifiques de l'observatoire. Projet à téléphérique, là, il a oublié. On ne doit pas parler de ça, peut-être. On ne peut pas dire. Sincèrement, on ne peut pas dire. On peut pas dire. Parce que ça t'est dans l'air aussi. Oui, mais des projets politiques, généralement, ça passe gens qui ont abandonné. Ça peut vous faire souffrance à tout moment. Il peut arriver à Ouvine, sachant que nous, position en nous, c'est pour ça radio en passable, si on doit répondre à ça, quand il doit être, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas dire non, nous ne pouvons pas dire oui, forcément, ni une étude qui fait que. Alors je dis là, ça qui est en place, c'est projet à station de forage là, ça, qui part en première au niveau du volcan, parce qu'il y en a déjà plusieurs, il y en a un de 76 mètres, 75 mètres, je ne me rappelle plus, il y en a 2 ou 3, et ça permettra, cette station-là, d'envoyer un sismomètre à l'intérieur, parce que, mine de rien, comme je disais, on est sur une zone sismique. On a un volcan actif qui a une phase de sommeil après 76, mais qui s'est réactivé en 98. Donc, tous les jours, on voit des évolutions, et on a eu à enregistrer beaucoup de micro-séismes. Donc, ça va permettre nous d'écouter, si plus ça est passé en dit d'inventaire. Déjà, là, il y a fait carottage là pour tirer ça, il y a lit
dans ces carottes-là, les différents épisodes à mise en place à l'homme-là. Quand tu es petit monde, nous allons en zone qui est fragile, sensible, actif. Donc, il faut nous vivre veille parce que ça fait partie du quotidien. Même si ça a été merci d'avenir. Ça a été très bon d'entendre vous parler comme ça d'époque-là. Et nous avons longtemps nous pas tenu justement l'occasion de parler d'époque nationale là, dans l'arrêt de là. Ça a été très bon. Merci. Ben, nous c'est ouvert. 13h32, deuxième pause. Tout à l'heure, on reçoit Kenny Chamougon pour chronique Digital for Progress et puis l'actualité aussi, puisque les soutiens commencé, Mélenchon, Pécresse, on en parlera dans un instant tout de suite. Voilà, il est exactement 13h41 minutes, enfin 39 minutes chez vous, mais chez nous, il est 41 minutes. On va recevoir Kenny Chamougon, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous. Digital for Progress avec Sylvain Roland. Sylvain Roland qui doit être en visio actuellement et Igor Cannon, fondateur de la start-up Nela. Oui. Bon, on va revenir vers lui tout de suite. Avant, on va rapidement faire un petit tour du côté de l'actualité. Le soutien commence à s'organiser, soutien à Mélenchon. C'était hier. Olivier Morandel était sur place. On regarde un peu ce que ça donne. Les Insoumis ont tenu à inviter des militants et puis des groupes politiques qui ont prévu de mener campagne cette fois avec nous, à nos côtés, pour défendre les valeurs portées par le mouvement La France Insoumise, mais pas que. Au-delà de la France Insoumise, on a mis en place comme stratégie pour la présidentielle de 2022 l'Union populaire, donc, qui permet à des groupes politiques, à des militants de divers horizons, à des personnes de la société civile également, de pouvoir s'associer à la démarche qui est la nôtre depuis 2017. Et aujourd'hui, voilà, on réunit les militants, on réunit aussi les soutiens, surtout les soutiens. Et vous avez pu le voir, il y a eu différentes interventions de responsables politiques. C'est vrai que la politique qui est menée par M. Jean-Luc Mélenchon et ses amis, c'est une politique effectivement qui correspond à mes valeurs. Donc je suis là parce que il faut faire avancer les choses, il faut que la Guadeloupe puisse changer, il faut que la France aussi également puisse avoir un autre président. Et voilà, donc pour le moment, j'écoute, je suis là et je soutiens. En tant que bon parti de gauche qui défend que nous venions ici les accompagner pour voir en fait ce qu'ils proposaient pour la Guadeloupe surtout. Parce que dans ces élections présidentielles françaises, où la France se cherche un peu dans son histoire et dans ce qu'elle veut faire, il est important que des partis de gauche, comme le Parti guadeloupéen, voient ce qu'un candidat de gauche va proposer pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens, parce qu'il est essentiel pour nous aujourd'hui que nous arrivions à avoir un vrai modèle économique en Guadeloupe. Nous avons une assemblée générale la semaine prochaine avec eux, parce que c'est les militants qui décident. Moi, en tant que secrétaire général, je ne fais qu'être un porte-parole des militants. A priori, nous pensons que nous aurions aimé que toute la gauche soit unie. Malheureusement, elle n'est pas unie. Donc nous avons soumis et a priori, pour l'instant, la France insoumise répond aux demandes que nous avons faites, surtout particulièrement pour la Guadeloupe. S'il y a un message que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise même véhiculent, c'est surtout travailler avec la base. Donc on parle maintenant d'union populaire. Donc plus largement que la France insoumise, on parle d'union populaire. Et donc, comme je disais pour les régionales en 2021, c'est faire aussi partie de la solution, que chacun puisse faire partie de cette solution. Alors, de l'autre côté, Pécresse aussi, ce soutien commence à s'organiser. Il y a une réunion ce week-end. Olivier Morandel était sur place, donc Mélenchon à gauche, qui n'a pas encore aussi 500 signatures. Pécresse qui a déjà plus de signatures que Macron, c'est extraordinaire, mais elle en baisse, on regarde. L'élection présidentielle, c'est la mère de toutes les élections et c'est celle qui décide de l'avenir de la France, de l'outre-mer et de la Guadeloupe pour les 5 prochaines années. Je suis une femme de droite, avec des valeurs de droite. Donc j'ai décidé de soutenir Valérie Pécresse pour cette élection, car c'est une femme de conviction, une femme déterminée qui a un vrai projet pour la France, un projet de rupture, un projet pour construire une nouvelle France et un projet dans lequel l'outre-mer aura toute sa place. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis de nombreuses années, avec qui j'ai des affinités et en qui je crois. Et je crois surtout qu'elle a l'outre-mer dans le cœur et qu'elle aime profondément et passionnément la France. Ce qui me plaît en Valérie Pécresse, c'est que d'abord c'est une femme qui a des convictions, qui a de l'audace
et qui est un vrai projet pour la France, qui prend en compte les réalités des territoires, notamment celles des Outre-mer, et qui nous a démontré que depuis qu'elle est présidente du Conseil régional d'Île-de-France, que les Outre-mer ont une vraie place dans sa politique au niveau de l'Île-de-France et qu'aujourd'hui nous avons besoin d'une candidature qui soit une candidature de progrès, de projet, mais qui donne à la France un vrai projet et que la place des Outre-mer ont un vrai rôle à jouer, parce que nous l'oublions surtout, mais que grâce aux Outre-mer, la France est la deuxième puissance maritime au monde. Dans son agenda, il y a des déplacements outre-mer qui sont prévus, donc on saura le moment venu à quel moment elle viendra en Guadeloupe. Mais les agendas de candidats aux élections présidentielles, ce sont des agendas qui évoluent au fil du temps. Et donc aujourd'hui, on a une visibilité sur la semaine qui vient et au fur et à mesure, les choses se mettent en place. Par respect pour nous, Valérie Pécresse n'a pas souhaité que son programme Outre-mer, le volet Outre-mer, soit écrit par quelqu'un qui soit à Paris. Elle a demandé que les propositions émergent de l'ensemble des territoires et à l'instar des autres, la Guadeloupe a fait remonter des propositions et les préoccupations des Guadeloupéens seront au cœur de ce volet Outre-mer. Je veux parler de l'eau, je veux parler des problèmes de santé, je vais parler des problèmes d'éducation et de chômage. Donc, elle va décliner assez rapidement ses propositions et ses engagements vis-à-vis de nos populations et de notre territoire. La question qui se pose aujourd'hui en France, c'est savoir est-ce que Valérie Pécresse sera au second tour. Voilà, il est 13h47, on passe à autre chose. Digital for Progress, on va dire des choses beaucoup plus concrètes. Générique, c'est parti. Le numérique, c'est quelque chose de très concret, non? Tout à fait. Alors, on y va, Kenny, c'est à toi. Bonjour à tous. Digital for Progress aujourd'hui, c'est le concours 10 000 startups pour changer le monde. Hein. On est sur la 10e édition. Ouais. Et comme l'an passé, il y a un prix Outre-mer qui a été mis en place pour cette 10e édition. Et donc, trois dates, 3 territoires ultramarins sont à l'ordre du jour. La Guadeloupe, la Réunion et la Polynésie. Et en ligne, normalement, nous devrons avoir le rédacteur en chef tech de la tribune.fr, Sylvain Roland, qui devrait nous dire quelques... Est-ce qu'il est là? Ah, ouais, voilà, il est dans la petite fenêtre, là. Il est dans la petite fenêtre. Salut, donc, bonjour. Salut Sylvain, ça va bien? Bonjour, merci de m'inviter. Merci à toi d'être là. Il fait un petit peu tard chez toi, j'imagine. Ah oui, c'est bon, il est presque 19h, ça va. Bon, ben ça va alors. Donc, 10 000 startups pour changer le monde. Si tu peux nous faire un petit tour d'horizon, les origines, pourquoi un prix Outre-mer, le déroulé et surtout le candidat 2022. À toi. Alors, 10 000 startups pour changer le monde, c'est le plus grand concours de startups en France et donc dans les Outre-mer. C'est un concours que la Tribune a lancé il y a 10 ans. Donc c'est un des premiers et c'est aussi un des plus grands par son palmarès parce que le but de 10 000 startups, c'est d'aller repérer l'innovation partout où elle est dans les territoires. Et de primer des startups pour les aider à exploser, à grandir et à devenir des champions de la French Tech. Donc en 10 ans, on a primé beaucoup d'entreprises qui sont devenues de ces champions, du Next 40, du French Tech 120, voire des licornes, voire des entreprises qui ont été rachetées même par des géants dans le monde entier comme Dataiku, qu'on avait primé en 2013 ou 2014 et qui a été racheté par Google récemment, ou encore Doctolib qui est devenu une licorne, ou ManoMano qui est devenu une licorne, ou Exotech qui est devenu une licorne. Et donc on va chercher ces startups partout dans les territoires. Et donc c'est ça qu'on fait, et tous les ans on prime une cinquantaine de startups qui sont un peu les 50 startups à suivre dans l'année à venir. Et depuis l'an dernier, depuis le début, on fait par toutes les régions de métropole, et depuis l'an dernier, on s'est dit que le concours n'était pas complet sans les Outre-mer aussi. Et donc l'an dernier, on a ajouté 2 étapes qui étaient la Réunion et la Guadeloupe, et cette année une 3e avec la Polynésie. Et donc, on fait une tournée digitale pour la Guadeloupe et la Polynésie. On sera en physique à La Réunion au début du mois de mars. Et on fait une tournée aussi dans les Outre-mer pour rencontrer les pépites d'Outre-mer et en primer une. Et donc, on a fait donc une étape en Polynésie, une étape en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, on a eu 6 candidats, des très bons candidats qui étaient 97PX, Géomatique Caraïbes, Uli, les éditions Mokware, Réseau et Nelia.
Et le gagnant que le jury a décidé de primer était Nelia, et c'est un jury de professionnels parce que c'est vraiment un concours d'écosystème dans le sens où nos partenaires et membres du jury sont vraiment des professionnels du secteur de la tech. Il y a donc BPI France, Business France, alors BPI France qui est le premier financeur de l'innovation en France, Business France qui est l'agence française pour aider les entreprises à l'international. On a la mission French Tech donc, qui fédère tous les écosystèmes d'innovation dans les territoires, et donc c'est pour ça, Kenny, que tu étais avec nous lors du jury en représentant de la French Tech Guadeloupe. On a également la première banque privée qui finance l'innovation, BNP Paribas. Donc voilà, nos partenaires faisaient partie du jury, et donc ce jury a primé Nelia, donc notre gagnant 2022 en Guadeloupe, qui va donc affronter le gagnant 2022 de la Réunion et le gagnant 2022 de la Polynésie pour avoir un grand prix, le grand prix qui sera remis le 28 mars prochain au Grand Rex de Paris. Et donc à la clé pour l'un de ces 3 champions d'outre-mer, 100 000 € d'espace publicitaire à dépenser comme bon leur semble dans la tribune, et aussi beaucoup de médiatisation, l'accès justement à ce réseau très qualifié d'experts de la tech. Et donc une opportunité de plus de percer, de trouver des clients, d'avoir de la notoriété. Très bien, merci à toi pour ce détail très explicite. J'ai noté en physique à La Réunion et en digital en Guadeloupe. À quand le physique en Guadeloupe? Oui, c'est vrai. Alors, on espère l'an prochain le physique en Guadeloupe. Hein. L'an dernier, avec le Covid, en fait, l'an dernier, on aurait dû faire les 2 étapes en physique, à la fois à La Réunion et en Guadeloupe. On n'a pas pu à cause du Covid. Et cette année, étant donné que la situation de la Réunion au niveau du Covid était, quand on a dû prendre la décision, était un peu moins mauvaise qu'en Guadeloupe. Du coup, on s'est dit, on va essayer on va tenter la Guadeloupe, la Réunion cette année, et on fera, on espère, les 2 l'an prochain. Très bien, merci à toi. La finale, c'est quelle date, si tu peux nous rappeler? La finale, c'est quelle date? Alors du coup, la finale, c'est le 14 mars. Alors le 14 mars, tous nos champions qu'on a primés dans tous les territoires se retrouvent pour s'affronter. Et donc, Nelia, donc avec Igor, affrontera ses compères d'outre-mer le 14 mars, donc à Paris, donc évidemment en digital pour lui. Et le résultat, ce sera le 28 mars au Grand Rex. D'accord, parfait. Merci à toi, Igor. Si tu as des questions à poser à Nelia, puisqu'on s'était... Il est toujours là en ligne, Igor? Non? Pardon, Igor, Sylvain. Oui. On a Nelia avec nous, donc Igor est avec nous. Donc si tu as des questions à poser à Igor, ce serait le cas, puisque lors du jury, on n'est pas allé trop en profondeur. On n'a pas eu le temps de bien discuter avec lui. Je pense que ce serait bien du coup que Igor présente Nelia aux téléspectateurs qui nous regardent, du coup savoir pourquoi est-ce qu'on a primé et pourquoi est-ce que le jury a été séduit par Nelia. Et je pense que qui mieux que Igor pour le présenter. Ça marche. Alors 2 minutes top chrono, Igor, à toi. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Igor Cannon, je suis le fondateur, le CEO de Nelia. Nelia, c'est une start-up qui est basée en Guadeloupe et qui a vocation à détecter les situations à risque sur des chantiers. On travaille aussi dans d'autres secteurs pour éviter des accidents de travail. Donc voilà, on a développé une technologie qui est propre à Nelia, qui fonctionne sur du computer visioning. On va détecter des choses sur des photos, des vidéos. Et puis derrière, on a des algorithmes qui vont permettre de conclure en une analyse et de dire, par exemple, est-ce qu'il y a un risque de chute de hauteur, de chute de plein pied, un risque électrique. C'est sur une appli? C'est sur une application. On a une version application. Sinon, on propose des harnais. En fait, l'utilisateur va se déplacer avec son smartphone ou une caméra sur un harnais, sur son chantier. Et puis, on va pouvoir détecter un certain nombre de choses et l'accompagner. Et aujourd'hui, on a vraiment travaillé beaucoup sur le coaching. Ça veut dire qu'on va aider l'utilisateur à détecter des risques par lui-même qu'il n'arrive pas forcément aujourd'hui à détecter tout seul. Le but, à terme, c'est que les personnes détectent tous les risques pour éviter les accidents de travail. Et ça fonctionne bien? Je veux dire, il y a beaucoup d'accidents empêchés? On a de très bons retours de la part de grands majors du BTP. Donc on est en discussion avec des entreprises comme Colas, comme Vinci, comme Eiffage, comme NGE. Et les retours sont super. Le dernier retour qu'on a, c'est sur un compte-rendu que je viens d'avoir. C'est écrit bluffant. C'est le premier mot qui est écrit. Les gens ne pensent pas qu'on puisse aller aussi loin avec la technologie aujourd'hui. Et puis nous, on essaye vraiment d'avoir un côté humain. C'est-à-dire qu'on fait la détection avec la technologie et puis on a un consultant qui va dire, voilà, pour solder ces points de sécurité, voilà les actions qu'on peut mettre en place. Alors, juste une petite question d'actualité. Quand il y a eu la semaine dernière le tremblement de terre, comment vous avez réagi par rapport à ça avec Nelia?
Alors j'étais réveillé, mais pour d'autres raisons. Non, alors oui, on est vraiment sur des risques liés à l'activité professionnelle. Par exemple, une personne qui travaille sur un échafaudage, on va vérifier avec la technologie que l'échafaudage est conforme, qu'il y a bien une lisse, une sous-lisse, une plainte. On va vérifier quand il y a une trémie, c'est un trou, une trémie dans un plancher, qu'elle est bien protégée. On va vérifier que si un engin est amené à se déplacer, il n'y a pas des personnes qui sont juste à proximité qui pourraient finalement être heurtées par l'engin. Voilà vraiment des risques concrets. On travaille sur les risques de chute de plein pied, c'est-à-dire qu'une personne doit pouvoir se déplacer sur un site professionnel sans risquer de chuter de sa propre hauteur. C'est ce qu'on appelle un risque de chute de plein pied. Donc on travaille sur tous ces risques-là. À partir du moment où ils sont détectables visuellement, sur une photo, une vidéo, nous, on sait les traiter. On a un modèle de machine learning qu'on fait évoluer dans le temps. Et plus on a de machine learning, il faut expliquer qu'est-ce que c'est. Alors le machine learning, ce sont des algorithmes qui vont permettre finalement, une fois qu'on a détecté, par exemple sur une photo, une personne, un engin, un casque de chantier, il y a un algorithme qui va tourner et qui va dire là, il y a un risque que la personne soit heurtée par l'engin. Ça, c'est l'algorithme. Plus on fait tourner l'algorithme, plus le machine learning se met en place, c'est-à-dire que l'algorithme apprend de lui-même à partir du moment où on va corriger certaines situations. Plus on l'utilise, plus l'ordinateur va être performant à détecter ce type de risque. Voilà, c'est ça le machine learning. C'est de l'intelligence artificielle ? C'est de l'intelligence artificielle, tout à fait. L'intelligence artificielle couvre un certain nombre de concepts. Dedans, on a le computer visioning que nous, on utilise, c'est-à-dire détecter des choses sur des photos, des vidéos. Et puis, on a le machine learning derrière qui, pour nous, se concrétise par des algorithmes qui réfléchissent, si vous voulez, et qui disent, voilà, là, il y a un risque de chute de hauteur, de chute de plein pied. C'est un ordinateur qui fait tout ça. Et puis, derrière, nous, on vérifie que tous les constats sont bons et on apporte des solutions. Alors, contrairement à l'habitude, on peut passer sous une échelle maintenant avec le machine learning ? J'ai pas entendu. Est-ce qu'on peut passer sous une échelle avec le... Non, on ne passe pas sous une échelle, ça porte malheur. Ça porte malheur. Et d'ailleurs, l'utilisation des échelles sur les chantiers, on essaye de plus en plus d'éviter. C'est pour d'autres sujets. On peut l'utiliser éventuellement comme accès, mais en tout cas pas comme poste de travail. Kenny. Quelles sont les structures qui vous accompagnent sur ce projet ? Alors, on a un certain nombre de partenaires en Guadeloupe et puis même en métropole. En Guadeloupe, on travaille avec The Box, avec la French Tech Guadeloupe, avec Village by CA. On est aussi poussé en métropole par Impulse Partner, qui est un incubateur spécifique BTP, et par une école d'ingénieurs qui s'appelle les ITC Paris. Voilà, c'est notre écosystème à nous en termes de développement. Quel est votre objectif, si on peut dire à moyen long terme ? Alors à moyen long terme, on veut être les leaders de ce secteur-là. On pense vraiment que la tech peut sauver des vies. C'est l'ambition qu'on a. Moi, j'ai travaillé pendant 12 ans. Je suis ingénieur de formation. J'étais responsable prévention, responsable sécurité dans des grands groupes de BTP. Et la finalité de tout ce qu'on se dit, c'est bien entendu de sauver des vies sur les chantiers, d'éviter des accidents de travail. Il y a quelques idées qui sortent aujourd'hui qui ne sont ni des startups françaises ni européennes. On est les seuls, à ma connaissance, à se positionner tel quel. Et puis nous, on veut vraiment ne pas juste identifier des problèmes, mais aussi proposer des solutions. On y tient vraiment. Donc on aimerait bien être la solution numéro 1 en termes de digital sur le management de la sécurité dans le BTP, puis derrière aller chercher d'autres secteurs. En termes de clients, localement, c'est un produit qui arrive à prendre ou c'est plus à l'international ? Localement, on cherche vraiment à se développer. Alors, c'est un des messages que j'aurais souhaité faire passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est basé en Guadeloupe. Grâce au digital, on crée de l'activité depuis la Guadeloupe. Ça, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Tous nos partenaires et finalement les personnes qui travaillent pour nous sont basées en Guadeloupe. Donc ça, c'est super. Mais on n'a pas de clients en Guadeloupe aujourd'hui. Comment ça se fait ? Je passe des messages. Donc, on est en discussion avec un client dans l'énergie, certainement le plus gros. Oui. Voilà. Que vous reconnaîtrez, mais on n'a pas encore de contrat signé ni sur la Guadeloupe, ni sur les Antilles, ni sur Antilles-Guyane. On n'a pas de marché aujourd'hui, alors je vous parle. Parce que du côté d'Yari, là, au bout, là, il y a Ciment Antillais, il y a EDF. Tout à fait. Même, c'est un vivier pour vous. Donc on est en discussion avec EDF, qui est un des partenaires de The Box. On espère démarrer avec eux, et puis on aimerait bien aussi avoir des clients dans le BTP, Antillais et Antilles-Guyane. Ouais, tout à fait. Ouais, mais ils vous entendent. Dernière question peut-être, non ? On revient sur les questions du jury. Hein. Oui. Ta plus grande réussite, ça aurait été quoi ? Alors, la plus grande réussite aujourd'hui, c'est que quand on a démarré, il a fallu véritablement
partir d'une technologie, d'accord, partir d'un concept, d'une idée, pour qu'elle serve finalement à des clients. Aujourd'hui, on a des clients, des gens qui sont sur des chantiers. Le secteur du BTP n'est pas forcément le plus digital qu'il soit, qui acceptent notre solution et qui véritablement en sont, je veux dire, très satisfaits. On arrive à avoir le bon discours, le bon accompagnement qui font que sur un chantier, le dernier chantier qu'on a suivi, c'est l'A46 en Angleterre, pour un des clients que j'ai cité tout à l'heure. Et en fait, à la dernière visite, la personne qui faisait la visite disait je suis désolé, il n'y a plus grand chose à voir. Et je lui dis mais c'est pas le sujet. Nous, tout ce qu'on veut, au contraire, c'est que le chantier progresse et que finalement les risques disparaissent sur le chantier. Donc aujourd'hui, on a une solution qui fonctionne. On a des clients qui sont satisfaits. Et puis, alors si je dois donner une autre réussite, c'est d'avoir gagné le concours. Oui. Ça ouvre des portes quand même. Ça ouvre des portes. Ça nous permet d'être ici en ce moment. Et puis c'est un tremplin. Nous, on est une jeune start-up forcément, et donc on cherche à se développer. Donc c'est super. On est très content d'avoir gagné ce concours. Et si on revient, on a parlé de réussite, et ton échec le plus formateur a été lequel? Alors l'échec le plus formateur, en fait nous on est parti au départ sur des idées de positionner des caméras sur des chantiers pour faire de l'audit, si vous voulez, pour détecter des situations à risque. Et quand on le fait juste comme ça, en audit, c'est-à-dire en contrôle, si on le doit le dire autrement, les gens ont un peu peur de l'utilisation des caméras. Le fait d'être filmé en permanence n'est pas quelque chose qui a eu, je veux dire, le retour qu'on aurait souhaité. Et donc on a pivoté, si on doit le dire ainsi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur du coaching, de manière individuelle. On accompagne une personne individuellement à détecter des risques par elle-même. Voilà. Très bien, merci, c'est complet. Est-ce que Sylvain est toujours avec nous? Là, j'ai écouté attentivement. Et je voudrais continuer en félicitant Igor et en lui souhaitant bonne chance pour du coup la finale nationale. On espère que le grand prix au Grand Rex sera remis donc à la Guadeloupe cette année. Donc bonne chance à vous. Et je voudrais aussi ajouter que le jury vraiment a été ce qui a séduit le jury dans Nelia, c'est à la fois la combinaison entre la technologie, donc l'intelligence artificielle, et aussi l'humain, avec toujours l'accompagnement de la technologie par des humains. C'est la capacité d'une start-up ultramarine à déployer, à trouver des clients un peu partout dans le monde. Donc c'est cet esprit international dès le début. Voilà, donc l'ambition du projet aussi, le côté unique de la solution, ça a bien plu au jury, et je pense que c'est un atout important dans le développement de Nelia. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Sylvain. On espère être à la hauteur au niveau national. On va tout donner pour. J'en ai aucun doute. Et du coup, suivez aussi latribune.fr. On suit l'économie partout dans tous les territoires. Et on n'a pas encore de rédaction en Guadeloupe, mais peut-être en juin, on ne sait pas. Ben, on espère. Hein. On espère. En tout cas, grâce à Kenny, on a la connexion. C'est ça. Un dernier mot, Kenny? C'est bon, tout est bon dit. Merci. Le dernier mot à Igor, peut-être. Oui, comment? Il faut le féliciter quand même. Mes félicitations. Oui, ne pas hésiter à nous suivre. Merci beaucoup. Ne pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur nelia.io. Et puis voilà, je suis disponible au besoin. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, c'est parti. 14h04, on a pratiquement terminé. On va rappeler rapidement qu'au début du ZCL, on a eu Max Céleste qui est venu nous parler de sa candidate, Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle, qui a déjà eu ses 520 signatures, avant même Mélenchon, avant qui encore? Oui, avant Zemmour, avant Le Pen, etc. Et c'est candidate d'extrême gauche, Max Céleste, on en a parlé tout à l'heure. Et puis on a eu une réalisatrice, Marine Barnerias, qui présente un film qui sortira demain soir en exclusivité en Guadeloupe. Ce film s'appelle Rosie. C'est une jeune réalisatrice qui a fait pratiquement toute seule son film. C'est à voir. Patrice Gretier, le garde moniteur du parc national, nous explique un peu comment bien fonctionner dans le parc national, qui est l'un des plus beaux parcs nationaux de la région et même au-delà. Pour la Guadeloupe, on devait avoir Jean-Luc Divial, il n'est pas là, mais on l'aura là peut-être probablement mercredi, jeudi et vendredi. Kenny, donc dans sa chronique Digital Progress, on a félicité Igor qui vient de remporter le prix pour les startups de notre région. Sinon, l'actualité, c'était la grève à l'EFS contre l'obligation vaccinale, ça n'a pas changé. Olivier Félix était sur place. Mobilisation
pour l'eau depuis 24 jours. Il faudrait peut-être une appli sur la question de l'eau en Guadeloupe. Non, mais c'est vrai, 24 jours que les gens sont sans eau. Finalement, ils ont une eau un petit peu pas très claire. C'est bien le cas de le dire. À Goubert, se sont mobilisés ce matin. Vianney Valverde était sur place. Soutien à Mélenchon, on a vu tout à l'heure ce que ça donne. Soutien à Pécresse, c'est pareil. Les soutiens continuent. Il ne faut pas les lâcher, semble-t-il. Et nous, on vous dit ciao, bye bye. Demain, on se retrouve à la même heure à 12h30 pour un nouveau ZCL News. On vous remercie. On remercie Kenny, qu'on retrouve dans une quinzaine avec d'autres start-upers. C'est ça. C'est ça? C'est déjà prévu? C'est en cours. C'est en cours? Bien. Et la réalisation était assurée par notre ami Jordan avec le soutien de Sandy. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Ciao, bye bye. À demain.